Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur nos ondes et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Tout à l'heure en deuxième partie d'émission, nous aurons Florian Dacheux, auteur et journaliste à l'origine de 100% inclusif. Cet ouvrage explore des thèmes cruciaux tels que le wokisme et bien d'autres choses. Nous aurons l'occasion de l'écouter tout à l'heure avec nous. Valérie Beau ce soir avec une invitée de marque. Bonsoir Valérie. Bonsoir à toutes et tous, quel bonheur de se retrouver. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance, c'est formidable. On a Chloé Labarreau avec nous qui est réalisatrice d'un film formidable dont on va parler qui s'appelle Fragment d'un parcours amoureux. Bonsoir Chloé. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être là et d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous tout à l'heure Daniel Conrad qui nous proposera sa chronique Crash Test. Nicolas Riviti est avec nous pour nous livrer le plus de l'actu ce soir. De quoi il s'agit ? Oui, bonsoir Brahim et bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs. Ce soir, on va parler du monument LGBT qui a été inauguré à l'occasion du 17 mai, à côté du port de l'Arsenal. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir en ligne Louis Georgetin pour une nouvelle chronique. Il nous dévoilera sa première qui sera consacrée à un film incontournable actuellement à l'affiche. Et pour rythmer un peu notre émission en musique, nous avons bien sûr Nathan Hilero. Bonsoir Nathan, comment ça va ? Bonsoir Brahim, comment vas-tu ? Ça va, donc quel est le sujet ce soir côté musique ? Eh bien ce soir, je vais vous emmener tout simplement au Vietnam et je vais vous parler d'une jeune artiste montante sur la scène asiatique, il s'appelle de Mai Han. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous retrouvons Valérie Beau et son invité. Un soir, j'ai été suivie par elle. Et puis elle m'a invité à m'arrêter pour boire un verre, ce que j'ai fait. Elle m'a regardé, et c'était comme un défi qu'elle me lançait. Questo ricordo di lei che mi osserva, mi desiderava, lo vedevo. Elle était l'attachement personnifié, donc c'était vraiment, à l'époque, on aurait dit collante, quoi. En fait, c'est peut-être ça qui m'agaçait, c'était le romantisme. Le fait qu'elle soit amoureuse de l'amour, quoi. Son obsession amoureuse, tout un roman. Et moi, quand j'y repense, je repense à des choses très érotiques. Non era perfetto. C'era tanta gelosia. Si non è stato sempre fedele. Quand je pense à cette histoire, j'ai une sensation d'ivresse. L'ivresse finit toujours mal. J'ai été confrontée au grand problème de tous les couples. Je trouve ça fou qu'elle s'autorise à demander ça, mais une fois qu'on nous le demande, c'est impossible de dire non. Alors c'est merveilleux Chloé parce que juste avec la bande-annonce, on va dire sonore à la radio, on plonge, on immerge. Alors effectivement, ce film, j'ai eu le bonheur de le découvrir au festival Chéri Chéri. Il a été primé avec le Grand Prix documentaire et puis il a tourné, on va dire, le tour du monde ou presque. San Francisco, meilleur documentaire, Barcelone, prix du public, Festival des images à Toulouse, prix du public. Alors, depuis tes 16 ans entre Paris, Rome, tu as filmé tes amours. C'est une matière première prise sur le vif, le moment présent, filmer les êtres aimés avec beauté, attention, humour, amour, les inscrire dans la durée comme mémoire, archive et qu'il en reste quelque chose. Le témoignage qui arrache à l'oubli et au temps qui passe. Ce film est profond, intime, vous avez entendu, jamais voyeuriste cependant, et chacun et chacune, avec du recul, analyse, partage, les personnes qui ont côtoyé ta vie partagent ce regard puissant. On retrouve Sébastien, Jeanne, Laurent, Ariane, Rebecca, Anne, Jean-Philippe, Anna, Bianca, Marina, Marco, Caroline. Avec ta caméra, tu t'agrippes ainsi à la vie, plus forte que le temps.
Et ça te collecte de témoignages. Des années plus tard, tu leur donnes la parole et tu tisses des liens hors du temps. Donc c'est vraiment un bonheur de te recevoir. Je t'ai contacté lorsque j'ai vu le film Chéri Chéri pour que tu puisses venir aujourd'hui. On en est ravis. Déjà une première réflexion. Donc on est ici à l'émission Homo Micro de visibilité LGBT. Une des forces, parce que c'est aussi le sujet de nos préoccupations et de notre côté militant, c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour qui peut être sous toutes ses variétés, à des moments différents et au-delà du genre. Premièrement, comment est venue cette envie de faire ce film? Parce que c'est osé, c'est aussi une mise en danger de soi avec le regard des autres des années plus tard. Est-ce que tu peux nous raconter? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que quand on raconte une histoire d'amour à ses amis ou à un amant, on raconte notre point de vue sur l'histoire, mais je me suis toujours demandé ce que l'autre personne dirait et comment elle raconterait cette même histoire. Et je me suis toujours demandé, est-ce que ce serait la même histoire? Et évidemment, probablement non. Et donc là, j'avais de la matière pour faire une autobiographie, puisque j'avais énormément d'images, j'avais filmé tous ces gens. Mais je voulais avoir un contre-champ et donc surtout pouvoir créer un film dans lequel le spectateur serait invité à s'identifier, puisque dans le film, on voit donc des hommes et des femmes qui aujourd'hui ont la quarantaine, qui racontent un amour qu'ils ont eu avec une jeune femme qu'on ne voit jamais. Et en creux, on voit les images de ces personnes filmées par moi. Donc c'est aussi un film sur le temps qui passe, puisqu'on les voit qui ont changé, qui ont grandi. Et ça permet aussi d'examiner un petit peu un parcours amoureux qui est indéfini, mais qui pourrait être celui de beaucoup d'entre nous. Alors c'est parce que justement, ces allers-retours sont assez émouvants, parce qu'on a aussi des lettres. Donc à un moment, c'est un film qui est documentaire, mais il y a un côté narratif. Bon, c'est vrai, donc chacun témoigne, donc les images, c'est des vraies images que tu as filmées. Les personnes, c'est les personnes qui finalement ont vécu une relation amoureuse avec toi. Mais justement, il y a du recul et il y a une création. Et tu as une matière déjà extraordinaire, parce que ça a été chaque personne. Tu as filmé avec tout le matériel possible depuis tes très jeunes années déjà. Oui, et c'est un genre de documentaire un petit peu particulier. Moi, je l'appelle ça le home movie, où j'aimerais bien définir ça comme un film de non-fiction, en fait, puisqu'effectivement, même si c'est du documentaire, c'est pas exactement ce qu'on s'attend à voir quand on entend le mot documentaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, on dit que c'est tout simplement un film. Oui. Et donc, tout est vrai, les personnages sont vrais, les images sont vraies, les lettres sont vraies, mais c'est vrai qu'il y a une écriture, et que, disons, qu'il y a un aspect un peu romanesque pour pouvoir justement raconter une histoire qui soit universelle, qui ait des coups de théâtre et qui soit passionnante pour le spectateur. Alors c'est vrai, parce qu'on suit le fil de l'histoire, hein, parce que finalement c'est des histoires, mais chaque histoire a son histoire. Et donc là, c'est passionnant, la dernière intervention où la personne dit... Eh bien, on peut pas refuser une telle proposition, parce que c'était pas évident de contacter des années plus tard les personnes que l'on a aimées, avec des tensions qu'il y a pu avoir. Enfin, on contacte pas forcément tous ses ex, on sait pas forcément tout ce que... Donc ça, c'est déjà un tour de force. Et puis les personnes ont répondu présentes, mais voilà. Il y en a qui ont été réticentes, évidemment, c'est évident, et qui vont accepté. Bon, déjà, ils n'étaient pas très étonnés par cette proposition, me connaissant, et ils ont accepté, la plupart avec enthousiasme, et certains, ils ont dû être convaincus. Mais en même temps, je pense que c'est quand même une proposition assez irrésistible, celle qu'on leur a faite, puisque c'est un peu provocateur, et puis finalement, c'est précisément quelque chose qu'on ne fait pas, et c'est pour ça qu'on voulait le faire. Et donc, c'est amusant quand même, l'idée qu'on va être pendant 1h30 en train de raconter notre histoire à quelqu'un qui ne l'a jamais entendue, sans être contredit, puisque c'est pas moi qui ai fait les interviews, il faut le préciser, et pouvoir finalement se remettre dans un amour de jeunesse. Oui, alors comme tu filmes pas les personnes donc qui témoignent, on sent il y a une sorte de neutralité, une liberté totale évidemment dans l'expression, et mais en écho ensuite avec de temps en temps, enfin c'est pas qu'on t'aperçoit, je crois, dans un miroir, on voit la personne qui filme, puis on est intrigué, on se dit mais qui c'est cette
cette tornade, cette passionnée de la vie, en fait. Au départ, on ne devait pas me voir du tout. Et puis finalement, on a décidé de me parsemer un petit peu dans le film, puisqu'il y avait un aspect qui était amusant, c'était qu'on me voyait grandir et changer physiquement. Donc c'était le seul lien, en fait, qu'il y avait entre tous ces personnages. Donc on a décidé de me remettre un tout petit peu pour pas complètement frustrer le spectateur. Mais c'est vrai qu'on me voit assez peu. Et au départ, je vais pas du tout être... Je vais être que dans le hors-champ et dans l'imagination du spectateur, bien sûr. Alors, ce qu'il y a de très troublant et de très émouvant, c'est qu'en fait, on s'y retrouve tous à des moments donnés, parce qu'il y a la jeunesse et la passion, il y a la personne qu'on a aimée, celles qui nous ont plus aimées, en fait, il y a les doutes, on peut parler éventuellement de polyamour. Est-ce que chacun on a menti, on n'a pas menti, mais on a été à qui, mais finalement on a été honnête avec soi-même. Ça nous renvoie tous avec notre relation à l'amour, et c'est une sorte de... Il y a de la presse qui parle d'une éducation sentimentale. Enfin, et juste avant d'intervenir à la radio, tu me dis, il est sorti en Italie, il a touché la jeunesse. Oui, c'est marrant d'ailleurs, ça m'a étonnée de la part des jeunes, parce que c'est aussi un film qui parle d'une époque qui a disparu, celle où avant la révolution numérique. Donc il y a beaucoup de lettres papier, de photographies des années 90, des répondeurs, des choses qui n'existent plus dans nos vies. C'est aussi un film sur la disparition des traces. C'est aussi l'histoire d'une vocation, puisque finalement je filmais sans avoir conscience qu'un jour je serais devenue réalisatrice. Et c'est aussi la construction d'une identité, on voit tout le parcours d'une personne queer, entre l'homophobie intériorisée, la dissimulation, les doutes, et puis finalement une sorte d'éveil à soi-même, et en même temps un parcours comme ça un peu fluide finalement, assez fluide, assez moderne, puisque c'est peut-être pour ça que les jeunes l'ont aimé, ce film, parce que par exemple dans le dossier, j'y avais pas pensé, hein, mais le mot homosexualité ne figurait même pas dans le dossier. C'est-à-dire que pour moi, c'était une non-question, tellement c'est justement... Pour moi, c'est politique, justement, de ne même pas poser la question, enfin, de ne même pas poser le terme. C'est un film qui raconte des histoires d'amour et qui touche absolument tout le monde. Il y a pas de... Et donc, oui, ça, c'est quelque chose qui était important. Et en même temps, on a tous été trompés, on a tous trompé, on a tous eu des relations à distance, on a tous eu un ami avec lequel on couche. Donc, on savait qu'il y allait avoir quelque chose qui permettait aux spectateurs de s'identifier. Parce que justement, il y a toutes les subtilités de l'amour, et de l'amour, où est la frontière entre l'amitié qui va vers l'amour, un homme qui finalement en général préfère les hommes, mais finalement qui aime une femme, et dont chacune et chacun, en fait, justement, qui n'est pas le mot homosexualité, c'est-à-dire que ça parle d'amour, et c'est ça la magie, et tout le monde aille voir le film sans finalement, et que ça, les images viennent à soi, aux uns et aux autres. Et ça, c'est une sorte de militer sans militer, parce que c'est une sorte de fait accompli, l'amour dans sa variété. Exactement. Et je trouve que c'est un tour de force justement du film, parce que c'est un non-sujet. Et ça élude le fait que ça pourrait être un sujet, parce que c'est toute la force de l'amour. Mais d'ailleurs, j'ai toujours pensé que l'amour, c'était la seule chose qui nous restait. C'est quand même quelque chose de politique et de subversif et de révolutionnaire. Et en même temps, le documentaire s'intéresse peu à ce sujet, alors que c'est quand même une partie importante de nos vies, un thème central du cinéma. Et c'est très étonnant le parcours qu'a eu le film dans les festivals LGBT dans le monde entier, parce que moi, j'arrivais là-bas et je me disais, on va jamais gagner de prix, quoi. Et en fait, parce qu'il y avait des films très importants, très militants, sur des sujets très, très brûlants, etc. Et paradoxalement, je pense qu'on a gagné peut-être parce que justement, on était complètement différents des autres films. C'était vraiment, finalement, ça a été ce qui a peut-être plu au public, parce qu'on a souvent eu le prix du public. Parce que précisément, on était dans une démarche post-identitaire, si on veut, qui en même temps est très politique, puisque justement c'est l'idée que il y a une liberté, une fluidité qui est et c'est pour moi c'est ça, c'est politique, absolument, ouais. Moi, je l'ai trouvé très puissant politiquement. Alors, par ailleurs, j'ai beaucoup milité à Because, la visite bisexuelle et pansexuelle. Et là, il n'en parle pas, mais c'est un exposé grandiose de toute la diversité des possibilités. Et justement, enfin, qui ne s'est pas posé la question finalement un jour, tiens, je pense que je suis comme ça, mais finalement, pourquoi pas ? Et finalement,
tout le monde, les personnes qui se croient installées dans aussi une forme, peu importe la sexualité homosexuelle, hétérosexuelle, finalement, peut se questionner parce qu'on tombe amoureux d'un être humain. Ça, c'est très fort, presque d'une âme, d'un regard, d'une personnalité. Oui, moi j'ai toujours dit que moi je suis un peu une lesbienne à tendance hétéro, on va dire, si je dois me définir moi-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le terme homosexualité, c'est un terme que moi j'aime pas du tout. Je trouve ça ringard, je trouve ça génital. J'aime pas du tout ces termes-là. Et ça me correspond. Voilà, c'est comme une. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est pour moi l'orientation, elle est vraiment sentimentale. C'est-à-dire que j'aime les hommes, j'aime coucher avec les hommes, j'aime leur compagnie. Mais je peux avoir du désir pour eux, etc. Par contre, je tombe amoureuse des femmes. Donc, c'est ça, en fait, qui me représente. Donc, c'est pas une orientation... Je suis pas à l'aise avec l'orientation sexuelle, par exemple. Dans mon cas, effectivement. Mais bon, chacun a son histoire et son identité. Et moi, je prétends pas parler de... Voilà, c'est un film qui parle surtout d'amour, hein. Mais c'est en cela qu'il nous bouscule, qu'il est d'une sensibilité extrême. Et donc, il sort sur grand écran la semaine prochaine. Le 4 juin, en France. Le 4 juin en France. Vraiment, c'est un incontournable. Moi, je l'ai vu, donc c'était au mois de novembre. Et je pense que j'ai envie de le voir et de le revoir. Tu peux peut-être rappeler le titre ? Oui. Fragment d'un parcours amoureux. Merci beaucoup. C'est vraiment une merveille. Nicolas ? Ouais, j'avais une mini-question. Ouais, Est-ce que tu es satisfaite de ton portrait ? Alors, satisfaite, c'est peut-être pas le mot, parce que le but, c'était pas vraiment, le but, c'était de raconter une histoire. C'était pas quelque chose que je voulais faire sur moi, même si je me prends comme cobaye pour explorer le passé amoureux. Alors évidemment, il y a des choses qui sont dites sur lesquelles je ne suis pas d'accord, des faits, des choses où j'ai envie de hurler, de dire mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais enfin, on n'était plus ensemble. Mais je ne peux pas répondre dans le film, donc c'est vrai que parfois j'en prends un peu pour mon grade, où il y a des choses qui sont racontées, vraiment j'en suis pas très fière ou qui sont gênantes. Probablement, si j'étais single, ce que je ne suis pas, ce serait vraiment le pire film à faire voir à quelqu'un qui m'intéresse, parce que après, il n'y aurait plus aucun espace de séduction. Les gens seraient terrifiés en disant « Ouh là là, qui est cette femme terrible ?» Mais non, c'est donc... mais en même temps, il y a quand même aussi des très belles choses, très très émouvantes qui sont dites. Moi, ça m'a bouleversée de voir les interviews et de voir que peut-être, même si les histoires se terminent pour des obstacles, etc., l'amour, peut-être, finalement, il ne s'arrête jamais. Oui, exactement. Et avec du recul, chacun analyse. Et la force aussi, c'est tout l'aspect. Enfin, c'est des personnes qui vont de l'avant et tout l'aspect positif. Tout ce que ça a apporté, même avec le temps, le regard, et ça allait dans la construction de chacune et chacune. Et ça fait partie maintenant de notre construction, parce que quand on l'a vu, nous aussi, on peut prendre du recul. Je sais pas sur nos propres vies, mais ça nous parle, c'est de multiples couleurs, et lorsqu'on en sort, on a envie de parler d'amour et de questionner l'amour, en fait. C'est un bon sujet ensuite qui ouvre sur les débats, exactement, de réflexion. Il nous ouvre des portes à travers des exemples où finalement, effectivement, tu nous offres sur un plateau, tu te sers un petit peu de cobaye, mais pour ouvrir les portes. Et c'est ça qui est formidable, qui se développe par le film. C'est un film qui s'adresse vraiment à tous. Oui, c'est un film grand public. Moi, j'aime beaucoup les réalisateurs grand public, par exemple Truffaut, Miloš Forman, etc. Et pour moi, c'était important de faire un film, si on veut, un peu mainstream. D'ailleurs, il est passé à la télévision en Italie, et j'espère qu'il passera aussi à la télévision en France, parce que là, on touche à un public complètement différent, quoi. Et ça, c'est chouette de pouvoir s'adresser vraiment à tous. Il y a un projet, Télévision France je sais pas, on verra. C'est un film italien, en fait. C'est un film qui a été produit en Italie, puisque je vis en Italie, en langue française. Et donc, il arrive en France après avoir déjà été fait tout un parcours en Italie. Tu as des projets actuellement ? Oui, mais c'est pas, vous savez, c'est difficile de vivre du métier de réalisateur, hein. Donc c'est pas mon métier, et donc je verrai si j'ai l'occasion de faire un autre film. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Et puis on salue le travail de montage aussi qui est avec Maestra. Je vais le dire à la monteuse que je vais rejoindre à dîner ce soir. Et bien sera très contente. Parce que vraiment ces allers-retours du passé, c'est un film qui a du rythme.
Oui, on a utilisé un montage qu'on appelle le montage emphatique, qui n'est pas normalement le montage du documentaire, du langage documentaire. Et c'est vrai que c'est très rythmé, il y a beaucoup de musique. Pour présenter justement toutes ces images sous forme de fragments, on avait vraiment... Il y a tout un... Voilà, ça va très vite et on a 12 personnages en 1h30. Et c'est comme un livre où on pourrait plus s'arrêter de tourner les pages. Ah oui. Parce qu'en fait, on a envie de savoir ce qui se passe parce qu'on découvre à mesure des nouvelles personnes ou alors qui reviennent et on se dit « Mais alors, voilà, on en est aussi accro. Hein. » Il y a un peu des chapitres, ouais. Exactement. Fragment d'un parcours amoureux, un film de Chloé Barrault qui sortira dans plusieurs salles en France. Oui, parlez-en à votre cinéma d'essai de votre ville et demandez-leur de le programmer. Exactement. Merci d'avoir répondu à l'invitation et faites-nous voyager un peu. Vous vivez dans quelle ville italienne ? J'habite à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Bien. Merci d'être passé par chez nous et à très vite pour Merci à vous. Prochaines aventures. Merci. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous sommes aujourd'hui avec Louis Georgetin, qui est le fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, et l'ancien président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Chaque semaine, il explore avec nous les enjeux d'identité, de pouvoir et de résistance. Cette chronique hebdomadaire s'intitule « Nos couleurs, nos colères », car il porte haut nos couleurs, celles de l'arc-en-ciel, mais aussi celles de nos origines, quelles qu'elles soient. Merci, bonsoir Louis Georgetin d'être avec nous ce soir. Merci, chers amis, cher Brahim, merci de votre invitation. Alors, pour cette première chronique, j'ai voulu saluer Fanon, le film réalisé par Jean-Claude Barny, sorti sur les grands écrans le 2 avril dernier. Né en Martinique, il y a 100 ans, tout juste, engagé dans la Seconde Guerre mondiale, puis dans la guerre d'Algérie, Frantz Fanon est devenu l'une des grandes voix du combat contre la colonisation. Auteur des livres célèbres « Peau noire, masque blanc »,« L'enceinte de la révolution algérienne » et « L'idée de la terre », il a marqué durablement la pensée critique sur la race, la violence et la libération. Il est lu partout dans le monde, à Alger, à Soweto, à New York, au Vietnam, en Palestine, tant sa parole reste brûlante d'actualité. Fanon, c'est un film qui évolue entre, je dirais, élégance et violence. Élégance d'abord, élégance de la réalisation, particulièrement soignée, des paysages d'Afrique du Nord, les visages des villageois, le jeu d'acteur d'Alexandre Boyer, tout à fait impeccable, beau et intense. Mais ce film, c'est aussi la violence. Celle de l'hôpital psychiatrique du Blida, celle des exécutions sommaires dans les douars, et celle aussi sourde et tenace du racisme colonial au quotidien. Violence des corps, violence des mots, violence des silences. Face à ce film grandiose, on est partagé entre la révolte et l'accablement. Et au final demeure l'impression d'une épopée magistrale, celle des pays du Sud, des peuples opprimés, que le cinéaste a su magnifier, mais avec sobriété. Au-delà des images marquantes, restent dans nos têtes étourdies de nombreuses questions sur la résistance armée, sur l'aliénation, sur la mort, mais aussi sur la solidarité internationale. Bref, en un mot commençant, allez voir Fanon pendant que le film est encore sur les grands écrans. Je ne connaissais pas, donc je vais courir au cinéma. Un tour de table peut-être pour réagir, Valérie ? Moi je dis vive le cinéma parce que ça fait du bien et ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Ouais. Nicolas, avec ce que tu viens d'entendre. C'est un militant qui est très très connu, donc à voir ce que le portage en fiction donne, mais il y a plusieurs documentaires qui ont été réalisés sur la vie de Frantz Fanon et qui présente le personnage dans toutes ses dimensions, donc voilà, ça apportera un bon complément sans doute. Merci Louis-Georges Tin, à très vite parmi nous. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. À la prochaine, au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous retrouvons Nicolas Rividi, que nous venons d'entendre pour sa chronique Le Plus de l'actu. Oui, chronique Le Plus de l'actu, et donc nous allons parler ce soir de l'inauguration du monument LGBT. C'était le 17 mai dernier, donc à l'occasion de la Journée mondiale
contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie. Et c'est pour le moins qu'on puisse dire, c'est que le monument a été attendu puisque c'est un espèce de serpent de mer qui traîne depuis des années et des années de constitution de dossiers de presse, de fausses annonces, en tout cas pas de fausses annonces, mais d'annonces plus ou moins précises, de réalisation, pas de réalisation, etc. Bon, bref, alors là c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Nous avons donc découvert que nous avions désormais un monument LGBT qui est situé dans les jardins du port de l'Arsenal, hein, donc c'est par rapport à la nouvelle place de la Bastille, vous descendez le grand escalier sur le port, vous marchez un petit peu et puis vous allez avoir sur le côté gauche, hein, si on va vers la Seine, le monument LGBT. Alors ce monument LGBT, il a été dessiné par Jean-Pierre Vernat. Il me semble que c'est Jean-Pierre Vernat. Je vérifie quand même parce que je suis foutu d'avoir écorché le nom. Jean-Luc Vernat, qui est un artiste plasticien, alors qui est un artiste assez multiple, puisqu'il est initialement dessinateur, il est aussi chanteur, danseur, sculpteur. Donc voilà, il embrasse un petit peu toutes les formes d'art. D'ailleurs, Arte, une des pastilles d'Arte, Atelier A, lui a consacré une petite pastille d'environ 9 minutes que je vous conseille de regarder parce que c'est assez intéressant pour comprendre aussi l'état d'esprit et dans quel monde agit en fait l'artiste. Et donc, il est basé dans le sud de la France. Je crois qu'il est à Nice. Donc, c'est un artiste qui a aujourd'hui une 60aine d'années, une carrière quand même assez conséquente derrière lui, un peu underground, mais voilà, enfin qui a aussi quelques illustrations plus grand public, dont c'est ce monument LGBT. Alors, ce monument LGBT, il se présente sous la forme d'une baguette magique qui émerge du sol. Et moi, je dois dire que c'est le truc qui m'interpelle le plus. Alors, c'est aussi le sens d'une œuvre d'art, hein, c'est-à-dire qu'on en parle. Le fait est qu'on en parle. Mais alors, je dois dire que je suis assez surpris par le choix qui a été fait, puisque pour moi, alors il l'explique, hein, que la baguette magique, c'est vraiment le sens des fées, que ça peut aussi servir d'arme de défense, etc. Mais alors moi, mon problème, c'est que ça nous projette finalement dans une forme de mysticisme avec laquelle je suis assez mal à l'aise. En fait, nous ne sommes pas, et nos victimes ne sont pas des personnages de fiction, des personnages issus de la scène fantastique. Et en cela, cette œuvre, je trouve, rejoint un peu ce qu'avait fait Olivia Schiappa, à mon avis, très maladroitement pendant le mariage pour tous, avec ses couples imaginaires, c'est-à-dire sans cesse nous projeter dans quelque chose qui n'existe pas, qui serait de l'ordre d'une espèce de fantasmagorie, d'une espèce de fiction, aussi en niant notre caractère mortel d'une certaine manière, parce que les faits ne sont pas mortels, or nous, oui, malheureusement, et l'histoire l'a montré. Et que, voilà, je suis assez surpris. En même temps, je note que si ça avait été un monument LGBT peut-être un peu plus banal, je n'y aurais pas consacré une chronique. Voilà, donc c'est aussi le sens de l'art. Donc voilà, c'était pour vous faire part un petit peu, puis on peut aussi en discuter. J'ai vu que les photos du monument avaient circulé pendant la chronique. Alors, il y a un truc, hein, quand même, j'ai pas donné toutes les explications. Donc, c'est une étoile, donc c'est une baguette magique. La part belle est faite à l'étoile de la baguette magique qui présente deux faces. La première est une face en acier noir mat qui est censée symboliser les cendres et les corps calcinés en fait des nôtres, parce que le point de départ de ça, c'est quand même les victimes LGBT de la LGBTQI+ de la Shoah. Et la deuxième face est un miroir qui représente à la fois les gens qui passent et le ciel qui, à tout moment, peut s'assombrir à nouveau pour nous rappeler que les temps difficiles peuvent revenir, etc. Donc, c'est quand même une œuvre qui est très construite. Hein. Je veux dire, il y a une explication, il y a une histoire autour de cette œuvre-là. Peut-être que ça vaudrait le coup d'inviter Jean-Luc Vernat pour en discuter à l'occasion. Et voilà, ça confronter aussi les idées. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que, et j'en finirai par là, ce monument LGBT a le mérite d'exister. La seule vérité, c'est que plus on parle, quel que soit le mode de parole, plus on existe, et que nous avons besoin d'exister. La seule chose, c'est que
il faut, je pense, ne pas avoir peur de faire clairement comprendre ce qui est LGBT. Et là, je pense que quelqu'un qui n'est pas au courant voit ce monument et ne se dit pas, tiens, c'est pour les personnes LGBT. Et donc, quand bien même on ferait un monument LGBT dégradé, je crois que, enfin dégradé du fait de tags ou de choses comme ça, eh bien, ça aurait au moins le mérite de mettre en avant le problème. Voilà. Merci Nicolas. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous allons poursuivre avec Daniel. Bonsoir Daniel, c'est l'heure de ton crash test et tu vas nous parler d'un roman qui se cache sous la couverture blanche de la prestigieuse collection de littérature générale de Gallimard, La nuit ravagée de Jean-Baptiste Del Amo. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cet auteur et qui est loin d'être inconnu? Eh bien, bonsoir Brahim. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette chronique est le fruit d'une collaboration amicale avec Nicolas Winter, créateur du site justword.fr, où il exerce son talent de critique, qu'il en soit remercié. Alors, Jean-Baptiste Del Amo, né Jean-Baptiste Garcia, est écrivain et réside en Touraine. Après avoir suivi un cursus littéraire, il travaille pendant un temps comme animateur socio-culturel, puis part ensuite pour une mission humanitaire en Afrique. En 2006, il reçoit le prix du jeune écrivain francophone pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d'une association de lutte contre le VIH en Afrique. Fin août 2008, son premier roman, Une éducation libertine, paraît dans la collection blanche chez Gallimard. Il évoque l'homosexualité, la prostitution et le libertinage bourgeois. Il reçoit le prix Laurent Bonelli et le prix Goncourt du premier roman à l'unanimité dès le premier tour de scrutin, puis le prix François Mauriac. 5 autres romans suivront qui obtiendront le succès critique et public, mais aussi le prix Sade, le prix littéraire Les Lauriers d'Air et le prix du roman Fnac, excusez du peu. Il se considère comme un écrivain homosexuel, même quand il ne traite pas de la thématique de l'homosexualité. Il développe cette déclaration auprès d'Eva Bester dans l'émission La 20e heure. Ce n'est peut-être pas le cas pour les auteurs hétérosexuels qui n'ont pas eu à se construire de façon identitaire contre finalement le reste du monde, contre la norme. Mais pour les écrivains homosexuels, je pense que c'est effectivement constitutif de la manière dont leur imaginaire s'est construit. Pour moi, ça a été une part extrêmement importante de mon enfance, de mon adolescence, de mon appréhension du monde aussi. Cette différence, cette expérience de la différence, elle a complètement transformé ma perception du monde et bien évidemment ma perception de l'écriture. Et c'est pour cela qu'il me tient à cœur de la revendiquer, parce que cette expérience-là a fait éventuellement la singularité de mon travail d'écrivain aujourd'hui. Daniel, pour en revenir à son roman, quel est, d'après toi, le pitch ? Eh bien, nous sommes quelque part dans les années 90, dans une petite ville où rien d'important ne semble se passer en apparence. Saintoche, près de Toulouse. Pourtant, les drames, eux, ne sont pas exclus. Des accidents, oui, mortels parfois, malheureusement, de la violence en sourdine, bien sûr, de la peur qui gronde, qui se diffuse insidieusement, mais rien de surnaturel, non. C'est une bande d'adolescents qui nous sert de guide dans le quartier. Ils sont 4. Ils ont la foi en un avenir différent. Et il faut bien avoir la foi quand sous le tableau pittoresque et doux amer se dresse un bilan bien plus sombre de ces années 90 qu'on a tendance à idéaliser depuis. Pour Mehdi, c'est une certaine idée du racisme, lui dont les parents sont des immigrés de la première génération venus du Maroc. Ce sont toujours les Arabes du coin qui viennent avec la smala à la fête du village. C'est aussi le harcèlement à l'école par une armoire à glace qui l'humilie, le frappe, l'insulte, lui crache dessus. Un climat de terreur où le plus fort règne et écrase tout dans le silence complice des regards. Pour Alexandre, c'est différent, c'est la maladie, ce putain de cancer qui ronge sa mère et qui finit par l'emporter brutalement avec le deuil, la culpabilité, la colère. Tout ça bien rentré dans une famille boiteuse à qui il manque son pilier, son roc. Du côté de Thomas, qu'on surnomme Limule, c'est une fascination pour un insecte venimeux, un scolopendre, qu'il nourrit chez lui en secret. Dans son foyer à lui, derrière la porte close, un parasite d'une nature différente s'est invité, un beau-père autoritaire et violent, un homme qui a séduit sa mère mais pas lui, loin de là. Enfin, Maximilien, un jeune gars en retrait, qui découvre les joies de l'amour adolescent avec une fille qu'il n'attendait pas,
Il devrait être excité, tout flagellant et maladroit, mais quelque chose cloche. Max est plus attiré par le frère de sa copine, Anthony. Il sent son désir qui se tord à l'intérieur, qui lui échappe alors qu'il sait qu'il doit le garder pour lui. L'homosexualité n'est pas une chose très bien vue au bahut comme au village. Des adolescents et des traumatismes, on en trouve d'autres dans La Nuit ravagée. Une souffrance qui se tait. Et puis, au bout de l'impasse des Ormes, une maison abandonnée exerce une attraction étrange sur le groupe d'adolescents du quartier. Lorsque l'un d'entre eux meurt dans de terribles circonstances, ils décident d'y entrer sans se douter des périls auxquels ils s'exposent. On pense à Stranger Things, on pense à Freddy et les Griffes de la Nuit, et surtout à Stephen King et son clown terrifiant dans Ça. Ces influences, ces lieux, ces expériences, Jean-Baptiste Delamo ne s'en cache pas. Mieux, il les revendique et les fait siennes. Beaucoup d'éléments d'ailleurs de ce roman sont autobiographiques. Et alors, que se passe-t-il une fois franchi le seuil de cette maison abandonnée, Daniel? Eh bien, dans la maison décrépite, ils pénètrent dans un foyer inconnu où le passé a déjà vécu. Ils entrent sans permission et font, en quelque sorte, ce que ne permet pas la société de l'époque. Regarder derrière la porte close, fouiller l'intime. Ils trouvent des cendres, une étrange cassette et des ruines. Jean-Baptiste Delamo va alors nous plonger dans l'horreur de façon graduelle, avant de nous y jeter en fin de course et en jetant la clé. L'endroit agit comme un catharsis, à la fois lieu de fantasme et de repentance, de remords et d'espoir. Chacun va entrer dans la maison de l'impasse et y trouver ses propres démons. L'auteur n'a pas peur de montrer, de tordre le réel et de mettre mal à l'aise. Il va jusqu'au bout et fabrique des créatures venimeuses et des doppelgangers qui fichent les jetons. L'impasse des Ormes, c'est un peu ce qu'on ne voulait pas voir ou ce qu'on ne pouvait pas dire, construit sur un autre drame, encore. De là, les aventures vont s'enchaîner, les péripéties, coûteuses et souvent poignantes, vont s'enchaîner. Nos héros sont mis à l'épreuve et perdent l'innocence pour toujours. La nuit ravagée, c'est aussi ça, c'est la fin de l'adolescence, la fin des années où tout semblait possible pour entrer de plein pied dans ce monde d'adultes qui ne fait pas de cadeaux. Bourré de références, notamment cinématographiques, le roman de Jean-Baptiste Delamo est une sorte de déclaration d'amour au genre horrifique, à ce qu'il permet à ceux qui ne se sentent pas à leur place, à ceux qui sont confrontés aux horreurs du racisme, de l'homophobie, de la maladie ou encore de la violence domestique. C'est une façon de dire le pouvoir de la fiction pour révéler le réel, mise avec des codes bien à soi, plein de dents, de venin et de choses gluantes. Une réappropriation de son identité quand on veut nous la prendre et la planquer très loin, dans le sombre des secrets familiaux. La nuit ravagée nous explique pourquoi l'horreur compte tant pour raconter ce que l'on est au fond de soi, pour se libérer et exister. Rendant hommage au roman horrifique, Jean-Baptiste Delamo explore les rêves et les désillusions d'une époque, d'une génération et d'une classe sociale confrontée à la brutalité du monde et au ravage du temps. C'est pour moi un véritable coup de cœur littéraire que je vous conseille de ne pas laisser passer. Un thriller psychologique exceptionnel, horrifique, charnel. Je laisse d'ailleurs le dernier mot à Jean-Baptiste Delamo. Dès mes 10 ou 11 ans, tout ce qui était représentation de la monstruosité ou de l'étrangeté m'a fasciné. Je pense que ça me renvoyait à ce que je percevais comme une forme d'étrangeté chez moi, qui était mon homosexualité. Il y avait un effet miroir, il y avait quelque chose d'assez cathartique à lire du fantastique ou à regarder des films d'horreur. Il y a une forme de dédain de la littérature dite blanche classique, dont je suis moi aussi un des auteurs. Moi, je ne l'ai jamais eu puisque le genre m'a conduit à la grande littérature classique aussi. C'est en lisant Stephen King que j'ai compris que je pouvais lire Proust, Kafka, Balzac ou Hugo. Et même si La Nuit ravagée est a priori mon livre le plus fictif, parce que c'est celui qui est le plus ouvertement fantastique, c'est aussi le livre qui est le plus intime pour moi. Pour terminer, une conclusion, Daniel ? Alors, je vous conseille d'écouter aussi toutes les interviews radio disponibles sur Internet de Jean-Baptiste à propos de La Nuit ravagée. Elles sont absolument passionnantes. Et comme de juste, un grand merci à mon co-chroniqueur Nicolas Winter du site justaword.fr et aux attachés de presse des éditions Gallimard, Vanessa Naon et Christelle Pestana. Voilà, Brahim. Bonne émission à toutes et à tous. Merci, Daniel. À très vite. À très vite. Bonne soirée, bonne semaine à toi. Au revoir. Au revoir. Homo Micro, l'invité du jour. Si tu pouvais nous rappeler l'invité que nous avons reçu, ton invité de marque, Valérie Beau. On a eu le plaisir de recevoir Chloé Barraud pour le film absolument fabuleux, Fragment d'un parcours amoureux, où on découvre l'amour dans tous ses états, où notre réalisatrice a osé questionner ses ex sur les relations amoureuses qu'elle a eues et avec des captations de chacune et chacun et un montage extraordinaire.
Je ne savais pas qu'elle vivait en Italie, tu savais? Mais oui, elle est... En Italie, ils disent c'est une réalisatrice française, et puis en France, parfois, les personnes disent que c'est une réalisatrice italienne. Ouais. Voilà. Alors, en partant, on nous dit à un moment donné, donc elle a fait ce film-là, mais c'est pas trop si elle allait continuer dans la réalisation, tout ça. Eh bien, c'est toujours des rebonds. Elle a peut-être des petits sujets dans la tête qu'elle nous révélera prochainement. En tous les cas, le film a été extrêmement bien accueilli. On a échangé, il a été extrêmement primé. Et je pense qu'on va se retrouver à aller le revoir bientôt. Et vraiment, courez le voir parce qu'il sort donc... sur grand écran le 4 juin, en sortie nationale en France. Nous irons en tout cas. Merci pour ce rappel, Valérie. Je le disais en début d'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Florian Dacheux, auteur et journaliste à l'origine de 100% inclusif. Cet ouvrage explore donc des thèmes cruciaux tels que le wokisme, le vandalisme, le validisme, et les luttes pour les droits LGBT, avec une préface de Lilian Thuram. Florian, merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi pouvez-vous donc nous parler de l'inspiration derrière le titre 100% inclusif? Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, 100% inclusif est sorti le 24 avril dernier en librairie chez Multiculti Éditions. Une maison d'édition lancée par l'équipe du média d'ailleurs et d'ici. Et pourquoi 100% inclusif? Parce qu'il s'agit d'un ouvrage journalistique, d'enquête et de reportage qui résume un petit peu l'ADN et tout ce qu'on peut faire chez d'ailleurs et d'ici, le média, depuis plus de 10 ans. Où, si vous voulez, on est vraiment dans du faire ensemble et dans de la transmission, puisqu'on travaille vraiment sur l'ensemble des discriminations. Et pour ne pas en oublier, si vous voulez, on est vraiment dans une convergence des luttes. On estime que cet ouvrage peut être un outil rassembleur et pédagogique sur toutes ces questions de discrimination, et c'est pour ça qu'on l'a appelé 100% inclusif, parce que vous allez retrouver différentes thématiques dans ce livre. On ne parle pas uniquement de racisme, mais aussi d'homophobie, de validisme, mais je vais vous laisser me poser des questions si vous voulez pour en savoir davantage. Alors, dites-nous, quelles ont été les principales motivations qui vous ont poussé à diriger ce livre d'enquête et de reportage? Ça a dû être un long travail. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, les motivations, elles sont dans le fait que je fais partie d'une équipe de journalistes engagés sur ces sujets depuis plusieurs années. Donc, on avait envie de valoriser nos reportages et notre savoir-faire dans un livre. Car c'est aussi l'ADN de notre média depuis sa création, puisqu'il y a déjà eu des livres qui ont été publiés, ainsi que des magazines. Et Mark Shepson, le fondateur du média et de la maison d'édition, avait très envie de renouer avec l'objet livre. La maison d'édition a d'abord sorti 2 polars ainsi qu'un récit. Et là, depuis peu, on a sorti 50 sonnets pour mes 50 printemps, un recueil de poèmes de l'immense poète Souleymane Diamanka. Et entre-temps, on a publié notre ouvrage de journalisme. Et si vous voulez, en fait, il y a urgence, c'est tout. On travaille dans un contexte brûlant. Comme vous le savez, les idées d'extrême droite jaillissent de toutes parts depuis des décennies. Et si vous voulez, on est conscient en fait depuis plusieurs années qu'il y a une vraie guerre culturelle qui est menée actuellement par l'extrême droite et même certains médias d'extrême droite. Et donc nous, forcément, on s'y oppose, c'est dans notre ADN, mais on n'est pas des militants, on est des journalistes, des auteurs, des réalisateurs, et c'est par le témoignage, par le terrain, qu'on produit en fait des choses où, si vous voulez, on donne la parole à des gens qui jusqu'ici sont invisibilisés dans pas mal de sujets. C'est notamment le sens de l'enquête qu'on fait sur le validisme et donc le handicap en France. Mais aussi sur des sujets comme
être gay, être queer, être homo, être trans en quartier populaire, qui reste assez tabou. Et c'est vraiment le but de ce livre, c'est vraiment de décentrer le regard, en fait. Vraiment de décentrer le regard et de produire des nouveaux récits sur ces gens qui composent nos pluralités, notre France plurielle, tout simplement. Et on parle avant tout d'une France éveillée. C'est d'ailleurs le sens de la préface de Lilian Thuram, qui nous accompagne aussi dans ce livre, puisque Lilian, on a eu la chance de l'interviewer plusieurs fois, et nos jeunes, notamment en atelier, l'ont rencontré. Parce qu'on accompagne énormément de jeunes partout en France en atelier journalisme, et c'est suite notamment à une des rencontres. D'ailleurs, c'est 6 mois plus tard que finalement on se retrouve aussi avec lui dans cette aventure. Et dans cette préface, vous verrez, il parle avant tout du mot éveillé. Il sait pas s'il faut être woke, en fait, c'est pas la question. Il dit que en vérité, il est persuadé qu'il faut au moins toutes et tous être éveillés. À un moment donné aussi, dans votre ouvrage, vous parlez du travail de mémoire lié aux anciens ports esclavagistes, qui est un sujet assez délicat. Comment avez-vous navigué entre sensibilisation et émotion dans ce contexte, Florian ? Oui. Alors, ça, l'histoire et la mémoire, c'est vraiment important chez nous. Donc là, je parle du média d'ailleurs et d'ici, qui a créé la maison d'édition. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce sujet, journalistiquement parlant, mais aussi en atelier. Et c'est notamment suite à des ateliers, en fait, que finalement ce chapitre est né. Enfin, tout d'abord, je me suis rendu à Nantes. C'est une des villes qui travaille le mieux en France sur cette question, puisque c'est le premier port négrier français. Donc j'ai rencontré énormément d'associations qui ont impulsé des choses il y a plus de 40 ans dans cette ville, qui ont ensuite été accompagnées et soutenues par la mairie de Nantes, puisque en 2012 derrière ils ont créé un mémorial dédié à cette histoire. Et c'est vraiment des traces visibles dans la ville. Et ce qui m'a marqué en parcourant cette ville, que je connaissais mais moins sur cet angle-là, parce que moi je suis originaire de région parisienne. Et finalement, je travaille sur ces questions depuis un peu moins de 10 ans, puisqu'en vérité, c'est la loi Taubira de 2001 qui avait imposé, très justement d'ailleurs, de travailler là-dessus à l'école. Mais moi, je fais partie de la génération qui n'a pas étudié cette histoire à l'école, et je rattrape un peu le retard à travers mes recherches et mes reportages que j'ai la chance de réaliser pour d'ailleurs et d'ici. Et donc, si vous voulez, oui, le parcours à Nantes a été essentiel pour comprendre un peu le travail qui est fait dans les villes, par les assos, par les élus, par des historiens, par des compagnies de théâtre. Et après, ça nous a amené à aller à Rouen, qui est une nouvelle ville qui travaille sur ces sujets, puisque Rouen était concerné par la traite négrière avec le triangle Le Havre, Honfleur, Rouen. Et là-bas aussi, on a emmené des jeunes en reportage, comme à Nantes. Et en fait, il nous paraît essentiel ce sujet, si vous voulez, parce qu'en fait, on travaille avant tout sur notre histoire commune quand on travaille sur ce sujet. Et si on prend le temps de l'étudier, sans tabou, sans déni, vraiment, on prend le temps de l'étudier, de la regarder en face, d'aller voir des expos. À Paris, il y a aussi des expos qui tournent. Vous pouvez aussi aller au musée de l'immigration. À Nantes, c'est le château de Nantes qui accueille des expos très régulièrement. À Rouen, ils sont en plein débat des mémoires en ce moment. Et en plus, dans ce sujet-là, il y a ni gauche ni droite. Il y a des villes de droite, des villes de gauche qui travaillent sur ces sujets. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est même plus une question, en fait, à se poser. C'est un sujet qu'il faut absolument traiter tous ensemble, que ce soit à l'école, dans le monde universitaire ou même au travail, chez les adultes, de partout. On doit transmettre, communiquer sur ces sujets, comme on le fait sur 39-45, comme on le fait sur la Shoah, et comme on le fait depuis peu aussi sur la guerre d'indépendance d'Algérie. Pour finir, où on peut trouver votre ouvrage, Florian ? Oui, on peut le trouver en librairie, dans toutes les bonnes librairies qui nous soutiennent, ainsi dans le réseau Fnac, dans le réseau Cultura. On le trouve aussi au Furet du Nord.
Donc dans les principales FNAC de France et Cultura de France, mais aussi voilà, j'insiste sur beaucoup de librairies indépendantes, notamment sur Paris, Marseille, Avignon, Montpellier, Nantes, Rouen, Bordeaux, voilà. Et puis en ligne bien sûr, hein, on peut le commander en ligne sur plein de plateformes diverses et variées. Voilà, il est disponible depuis le 24 avril. Merci Florian Dacheux, auteur et journaliste à l'origine de 100% inclusif. À très bientôt dans mon micro. Ok. Dites-nous, vous nous appelez depuis quelle région d'ailleurs de France? J'appelle depuis Avignon dans le sud de la France. Bien, merci pour votre intervention et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, nous allons passer à la musique avec toi. Qu'est-ce que tu nous proposes de bon et de bien? Eh bien, ce soir, Brahim, on va embarquer pour un voyage. Pas besoin de valise ni de passeport, juste une paire d'écouteurs bien calés. Direction le Vietnam, et plus précisément Hanoï, où une jeune artiste est en train de redessiner à sa façon les contours du R&B moderne. Elle s'appelle Mayan, et elle fait tout toute seule, ou presque, et surtout, elle le fait avec un calme désarmant. Tỉnh giấc nhưng chưa nói một câu gì. Anh ôm chặt lấy em để từng nghĩ suy dần trôi đi. Mỗi khi anh nhìn em, ánh mắt ấy đưa em vào sâu trong căn phòng nơi không ai biết đến, chỉ riêng em và anh. Khẽ kêu tên của em vì em muốn giấc mơ này, ngày phút giây này kéo dài mãi. Những đêm dài rồi những tháng ngày, thời gian ngừng lại từng ngày anh đến bên em đã luôn tìm từng cảm giác yên bình, để đến lúc này chợt nhận ra that it's you. Pas de grand fracas, pas de buzz criard, juste une musique fine, atmosphérique, élégante. Le genre de son qui ne vous claque pas la porte au nez, mais qui vous ouvre doucement celle d'un monde à part. Car derrière cette artiste nouvelle génération, il y a une lignée. Mayan est la fille de Hong Nung, qui est une véritable légende de la chanson vietnamienne, à qui on doit des albums cultes, et une aura qui dépasse largement les frontières du pays. Thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội? Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm, có phải em mùa thu xưa? Có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa, một ngày về suối chân ghé thăng lòng buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ngày sang thu anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. Alors bien sûr, la tentation aurait pu être grande de suivre le même chemin, de reprendre les classiques, de faire dans la tradition, dans le bon goût estampillé patrimoine. Mais Mayan, elle a pris un virage à 180 degrés. Elle ne rejette pas l'héritage, elle le transforme. Elle produit ses morceaux elle-même, enregistre chez elle, bidouille des synthés, empile des nappes sonores, trafique les voix, et parfois même la sienne. En fait, c'est un laboratoire émotionnel, et elle en est la chimiste en chef. Son premier morceau remarqué, Got You, sort en 2020. Et là, en fait, surprise, c'est pas un tube clinquant, mais une ballade vaporeuse, tout en sensualité retenue avec des nappes électroniques qui s'étirent comme une après-midi moite. All I wanna do is fly with you.
Ensuite viennent Pellers, Real Love ou Yen. Et à chaque sortie, au fait, la même recette. Voix feutrée, groove discret, production chiadée et surtout une sincérité palpable. Ce qu'elle dit, elle le pense. Ce qu'elle ressent, elle le chante. Et même quand on ne comprend pas les paroles en vietnamien, on comprend quand même. C'est universel, c'est viscéral. Mayan, c'est aussi un look. Au début, effectivement, elle avait le crâne rasé, une silhouette plutôt androgyne, et vêtements d'ailleurs qui étaient oversize, style entre mode urbaine et minimaliste japonais. En fait, elle bouscule les attentes et ne cherche pas à plaire à tout prix. Et en cela, elle incarne parfaitement une jeunesse vietnamienne qui revendique sa liberté. Chers auditeurs, malheureusement, je vais vous décevoir, car elle a désormais les cheveux longs. C'est un peu dommage. Bref. Identité, santé mentale, pression sociale, amour queer, tout ça traverse sa musique, sans jamais tomber dans le manifeste lourd. Elle ne fait pas de discours, elle pose une ambiance, et elle laisse chacun y trouver ce qu'il veut. Et ça marche. Elle est repérée par 88 Rising, l'un des collectifs les plus influents en matière de pop asiatique contemporaine. Elle performe au festival Head in the Clouds en Californie, aux côtés d'une certaine Joji, Nicki ou encore Rich Brian. Elle devient aussi l'égérie de grandes marques, Levi's, Apple, Chanel, au Vietnam bien évidemment. Et ce qui d'ailleurs dans son cas n'a rien de superficiel. Elle n'est pas là pour vendre des fringues, elle incarne un mood, un esprit, une manière d'être. Authentique, posée, affûtée. Récemment, en mai, Mayan a dévoilé Phases of the Moon, un EP de 6 titres entièrement en anglais qui marque une étape significative dans sa carrière. Ce projet démontre sa volonté de toucher un public international tout en conservant son identité artistique et unique. L'EP par ailleurs explore des thèmes tels que la guérison émotionnelle, l'acceptation de soi et la résilience après une rupture. Chaque chanson représente une phase différente du processus de guérison, s'alignant avec le concept des phases lunaires. On y retrouve notamment Gentle Baby, en collaboration avec l'artiste sud-coréen Goni, qui a particulièrement été bien accueilli, salué par la presse spécialisée. Ce titre, comme l'ensemble du projet, témoigne de la reconnaissance croissante de Mayan sur la scène musicale asiatique et internationale, où elle s'impose de plus en plus comme une artiste à suivre. Change leaves us what remains. Often better, chose not to feel away. Right when I looked away. Boy, there's no need to try. You're coming disarray. All worries seem to subside. All stars have aligned. There's something different. Boy, I love the way you're gentle, baby. Way you put your love on me so gentle, baby. Searching all this time for love life, love
final, c'est un projet qui fusionne influences musicales diverses, introspection et sonorité raffinée, le tout en moins de 20 minutes. Une démonstration de style discrète mais puissante. Ce soir, nous allons écouter Letting Go, sorti sur son dernier EP Phases of the Moon. Alors fermez les yeux et laissez-vous emporter par ce morceau. Feels good to be alone. Getting out my zone, putting down my phone. It feels good allowing space for a little moments spent with you, love and light and thrill. It was you and me, and love knew it was real. Merci pour ce morceau musical qui nous a fait bouger. C'est fini pour ce soir. Au revoir Valérie, à bientôt. Rappelle-nous ton invité. On file au cinéma dès qu'on peut à partir du 4 juin voir Fragment d'un parcours amoureux de Chloé Barrault. Nicolas. Eh ben, on file voir le monument LGBT parce que même si on n'est pas tous d'accord, c'est important qu'il soit là. Effectivement. Oui. Et là, pour la première chronique de notre ami Louis Georgetin, allez voir Fanon, le film réalisé par Jean-Jacques Claude Barny, qui est sorti sur les écrans en avril 2025. C'est fini pour ce soir. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous et à très très vite. On vous embrasse. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.